Ibrahim Hassen, membre du PIT, Parti de l'Indépendance et du Travail. Grand Oral, c'est ce samedi de 11h à 12h sur la 97.5 Rewmi FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Oral sur Rewmi FM, la meilleure des bandes FM, Rewmi FM 97.5. Le Grand Oral, votre rendez-vous hebdomadaire du samedi. Ce matin, nous recevons Ibrahim Hassen du PIT. Bonjour à vous. Bonjour. Avec lui, nous avons Bachir Fofana, journaliste. Bonjour. Bonjour Aminata. Et je rappelle juste que vous pouvez nous suivre sur www.rewmi.com, Bachir. Bonjour Aminata, bonjour aux auditeurs de cette radio. Heureux de revenir encore une fois sur ce plateau. Je commence à être un habitué, soit comme invité, soit comme journaliste qui reçoit quelqu'un. Aujourd'hui, nous recevons M. Ibrahim Hassen, économiste, ingénieur agronome. Et sans plus tarder, je vais laisser son portrait et ensuite on revient sur ce plateau. Ibrahim Hassen a eu 1000 vies, chanteur, journaliste, ingénieur, politicien. Ce taureau de signe astrologique, puisqu'on est le 1er mai 1946, est un ingénieur agronome et agroéconomiste chargé des questions politiques et économiques du PIT. Le communiste Ibrahim Hassen est un iconoclaste. Il dit ce qu'il pense. Chose rare en politique, omniprésent dans les médias, il rassure les camarades soucieux de voir l'un des leurs défendre la marque Benno et démonte les détracteurs qui voudraient voir sa coalition passer de Benno à Tassaro. Le scénario de 2000 lui a laissé un mauvais goût à la bouche. Ouad, élu par la coalition 2000, lui tourne le dos. Sen et son leader d'alors, Ahmad Dansokho, démissionne. Il a fait des études scientifiques au lycée Maliksi de Thiès, la belle époque où l'ado s'initia à la salsa en flirtant avec le micro pour l'orchestre du lycée. Adepte du communisme, ses certitudes marxistes alimentent la toile de fond de Erika, le canard du lycée. Il s'improvise épiscopie et se servira de sa plume pour dénoncer les conditions d'études de ses camarades et la rigueur outrancier des surveillants. Il sera exclu à la fin de l'année. Le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack accueille le natif de Saint-Louis. Il y fait la terminale D et décroche le bac en 1967 pour le plus grand bonheur de ses parents restés à Méré où son père travaille comme contrôleur du pont bascule. En 1968, cet aîné d'une fratrie de 5 s'envole pour l'Union soviétique grâce à une bourse d'études. Il participe à mai 68, fait connaissance avec une Russe et l'épouse avec 2 filles au milieu. 5 ans plus tard, il rentre au pays avec une maîtrise en agronomie et en chimie. Il intègre la fonction publique comme ingénieur agronome. Il est tour à tour affecté à Kolda puis à Bombay au centre de recherche agricole. Féroce communiste qui n'hésite pas à afficher publiquement son appartenance politique, il sera arrêté puis mis en prison. C'était en 1976. L'ISRA le recrute à sa sortie de prison. Après 2 ans et demi, il obtient une bourse de perfectionnement pour les États-Unis. L'Institut refuse de le libérer. L'enracinement n'empêche pas l'envol incessant. Il démissionne et part à l'aventure avec sa femme enceinte de 7 mois. Il intègre l'université de Georgetown, puis du Michigan et fera agroéconomie pour 2 ans. Il rentre et sera inspecteur régional de l'agriculture de la région du Sine Saloum de 1979 à 1986. En juin 1990, il sera conseiller technique du ministre de l'Agriculture jusqu'à sa retraite. Ibrahim Hassen est un prototype, une équation paradoxale dotée de surprenants compas et aux propos desquels que les langues de vipère se replongent dans la géométrie. Lui reste un combattant infatigable. Monsieur Ibrahim Hassen, des impressions après ce portrait qui quand même est très exhaustif, il faut le dire. Très surpris. Je suis très surpris de me rendre compte que Rewmi FM me connaît. Quand quelqu'un te connaît, tu as peur. Juste, il faut y ajouter que j'ai un garçon qui, lui, est né à Kaolack quand j'étais là-bas inspecteur régional. Et il se nomme Maxime Sen. C'est un de vos confrères, il travaille à Nostalgie. Voilà. Je le connais personnellement. Alors juste pour la première question, votre impression par rapport à la nomination d'Aminata Tall au Conseil économique, social et environnemental? Moi, je pense que c'est une nomination méritée. Parce que le Conseil économique et social, comme son nom, et environnemental, comme son nom l'indique, c'est une structure de haut niveau qui sert à réfléchir sur les problèmes cruciaux de la nation pour donner des recommandations et au président de la République et à l'Assemblée nationale. Donc c'est une structure de cadre de haut niveau. Aminata Tall est une personnalité de cadre de haut niveau et elle a l'expérience politique qui s'y est et elle sait manager un groupe de haut niveau. Donc je pense que c'est une
promotion méritée. Et par rapport à ça, on libère également une place à la présidence de la République. Certains ont toujours dit que le poste de secrétaire général de la présidence de la République, comme le secrétaire général du gouvernement, devrait revenir à des administrateurs ou des hauts fonctionnaires de l'État pur et dur. Oui, des hauts fonctionnaires de l'État expérimentés et hautement qualifiés, de probité morale avérée et indépendants vis-à-vis des groupements politiques, religieux, financiers. Donc une personnalité pareille, elle est rare, elle est à rechercher partout. Et donc si Macky, comme on l'a dit, a nommé l'adjoint d'Amin Tatal, Maxime Ndiaye, à ce poste, mais Maxime aussi est quelqu'un dont le parcours et la moralité lui confèrent véritablement le mérite d'occuper ce poste. D'accord. Monsieur Sen, je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur la 97.5. Nous recevons M. Ibrahim Sen, le chargé des questions économiques et politiques au PIT. Monsieur Sen, aujourd'hui, l'actualité sénégalaise est intimement liée pour ce qui se passe autour de nos voisins, notamment le Mali. Le Sénégal devrait envoyer 500 soldats qui vont renforcer la force ouest-africaine pour faire face à ce que les uns appellent djihadistes ou intégristes ou terroristes. Et selon vous, ce qui se passe au Nord Mali, c'est le fait de quoi? Des djihadistes, des terroristes ou des intégristes? Mais vous savez, moi, sur cette question, je me suis fait une philosophie de longue date. Et pas une religion? Parce que, non, j'ai bien dit une philosophie. Moi, je dis pas une religion. Voilà. Tout simplement parce que ce qui se passe au Mali n'est pas anodin. C'est lié à ce qui s'est passé, c'est lié directement à ce qui s'est passé en Libye. Et tout le monde sait que ceux qu'on appelle, qu'on indexe actuellement comme djihadistes, c'est des gens qui ont été armés, entraînés par les grandes puissances pour faire tomber Kadhafi. Donc, et quand leur sale besogne est terminée là-bas, on leur a ouvert la porte pour aller au Mali. Mais donc, le problème qui se pose, à mon avis, c'est que si on voit la constitution, la composition des différents mouvements en lutte là-bas au Mali, on voit d'abord ce qu'on appelle le mouvement national libération de l'Azawad, le MNLA, qui a toujours été parrainé par la France. C'est des Touaregs. Des Touaregs. Voilà. Qui sont laïcs. Qui sont à peu près... Des rebelles Touaregs, pour plus de précision. Oui, exactement. C'est des rebelles Touaregs. Mais des apatrides qui tournent autour d'une zone où il n'y a pas une frontière définie entre le Niger, l'Algérie, la Mauritanie. Alors, vous m'avez posé la question, mais vous voulez y répondre à la place. Mais je vous dis, le MNLA, c'est des Touaregs maliens, pas maliens, qui se disent laïcs et indépendantistes. Ils ont toujours longtemps été chapeautés par la France. En dehors du MNLA, il y a Ansardine, constitué aussi de Touaregs islamistes. Ces Touaregs islamistes, tout le monde sont qualifiés par les États-Unis d'islamistes modérés. Et tout le monde sait que c'est des gens qui sont financés et supportés par l'Arabie Saoudite. Et qui dit Arabie Saoudite, qui est un allié des États-Unis, doit savoir que il y a une caution des États-Unis. C'est clair. Maintenant, en dehors de ces deux mouvements, il y a deux mouvements liés à Al-Qaïda. C'est AQMI, qui est un démembrement du GFPC de l'Algérie, du GIA, voilà. Et qui s'est affilié à AQMI. Et il y a une scission de ce mouvement qui a donné le Moujao, dirigé par un Mauritanien. Et alors, ce qu'il y a, c'est que AQMI est dirigé par un Algérien et le Moujao par un Mauritanien. Aussi tous dans la mouvance Al-Qaïda.
Et le Moujao est constitué majoritairement de Noirs. De Noirs issus de l'aile radicale du Flam. C'est des Alpolars radicaux qui sont là-dedans. Voilà pourquoi la Mauritanie a peur du Moujao. Et c'est pour cette raison que la Mauritanie avait permis à Ansardine d'avoir une antenne en Mauritanie. Parce qu'au moment où il y avait une rivalité entre le Moujao et Ansardine. Et Ansardine mène ses activités ouvertement à Nouakchott et communique avec Al Jazeera régulièrement. Donc, voilà le topo. Jusqu'à ce que maintenant, dans ce nouveau tournant des événements au Mali, Ansardine, le Moujao et l'ACMI, ensemble, se sont retrouvés, sont réconciliés pour faire face. Pour faire un bloc. Pour faire un bloc. Alors, c'est là où la situation de la Mauritanie devient intenable. Oui. Et quand on voit, quand on entend la prise de position de plus d'une trentaine d'oulémas mauritaniens qui exigent, qui condamnent l'intervention française, exigent l'arrêt de la confrontation pour ouvrir des négociations. Et en même temps, quand on voit le secrétaire général de l'OCI, OCI, Organisation de la Conférence islamique, de la Ouma, dont le président c'est Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Le secrétaire général, lui aussi, prend la position de condamner l'intervention française et exiger l'arrêt immédiat des interventions au moment où le président de l'OCI approuve et envoie des troupes. Il y a fissure quelque part. Et il faut qu'on fasse attention au Sénégal. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la menace terroriste nous viendra du Mali. Du tout. Pour vous, elle viendra de l'intérieur? Elle viendra de la Mauritanie. Ah, d'accord. C'est ça. Vous savez, le Mali et le Sénégal ont une frontière d'environ 410 km. Liés, oui. Le Sénégal et le Mali, 410 km. Pendant qu'avec la Mauritanie, nous avons environ 800 km. Oui. Et la Mauritanie a une présence djihadiste sur place. Donc attention. Et les partis politiques mauritaniens que j'ai eu l'occasion de rencontrer au mois de décembre sont presque unanimes à dire qu'ils sont opposés à une guerre au Nord Mali. Il n'y a qu'un seul parti, à ma connaissance, qui se dit être favorable. C'est le parti des Aratines, Oui. qui dit qu'il faut aller les déloger parce que sinon les Bédanes vont se faire un territoire et annexer la Mauritanie en Afrique du Nord et dans la stratégie des États-Unis de mettre sur pied ce qu'on appelle le Grand Orient. Donc il n'y a que ce groupe politique noir qui est pris devant nous cette position. Donc cela veut dire que la crise au Mali menace le Sénégal de deux manières différentes à mon sens. La première manière, c'est que ça frappe l'économie du Sénégal. Le Mali est le premier exportateur. Et le premier client des exportations du Sénégal. Effectivement. Bon, donc, ton premier principal client, s'il est en difficulté, tu es dans des difficultés. De l'autre, il y a la menace djihadiste en Mauritanie. Parce qu'avec cette bataille, les djihadistes, la Mauritanie a la plus grande frontière avec le Mali. Le Sénégal. Non, avec le Mali. 1200 km. Plus grande que celle de l'Algérie. Donc, il y a des possibilités de redéploiement des djihadistes vers la Mauritanie. Mauritanie où les forces politiques et religieuses sont très favorables. Donc, le danger pour moi, le Sénégal, c'est de bien surveiller notre frontière nord avec la Mauritanie.
non seulement il faut envoyer notre armée combattre auprès de l'armée malienne pour sauvegarder nos intérêts économiques, mais pour sauvegarder notre sécurité, notre stabilité, il faut déployer l'armée sénégalaise le long de la frontière avec la Mauritanie. Il ne faut pas du tout qu'on tergiverse dessus. D'accord. Je rappelle que nous sommes à l'émission Le Grand Oral. Nous venons d'être rejoints par Hassan Samb, directeur de publication du journal Direct Info. Monsieur Samb était pris dans les embouteillages. Donc, on vous dit bienvenue. Donc, pour en revenir, nous sommes en train de parler de la situation au Nord Mali. Mais en fait, M. Sen, moi j'ai envie de vous poser une question que beaucoup d'africanistes se posent, c'est-à-dire pourquoi attendre que la France soit la première puissance à faire des bombardements au Nord Mali pour que nous décidions d'envoyer des troupes alors que nos chefs d'état-major disaient depuis très longtemps qu'il faut le faire. D'autres disaient qu'il fallait préparer cela sur une année au moins. Comment expliquer cela? Alors moi je pense qu'il y a ici un quiproquo. Lequel? Parce que la CEDEAO avait décidé de déloger les militaires maliens en priorité avant de s'occuper de libérer le Nord. Oui. Heureusement, le Sénégal avait eu la sérénité, la lucidité de dire que je n'envoie pas des troupes pour ça. Je suis d'accord d'envoyer des forces pour aider à la formation de l'armée malienne, mais il n'est pas question pour moi d'envoyer des troupes de combat. Clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce soit les États-Unis ou la France sous Sarkozy, l'objectif principal était de déloger les militaires du pouvoir, rétablir l'ordre constitutionnel avant de libérer le nord du Mali. Le Sénégal avait refusé de s'y associer. Mais Hollande, quand il est venu, il était dans ce tempo, jusqu'à ce qu'il certainement se rende compte que la stratégie de l'enlisement de la crise au Mali porte préjudice aux intérêts français. Parce qu'il y a Parce le Niger que à côté. le Niger Avec son est le uranium. principal fournisseur d'uranium de la France. 75%. Voilà, or 75% de l'électricité de France, c'est de l'énergie nucléaire. Donc la France ne peut pas se permettre d'assister à des manœuvres d'enlisement qui portent préjudice à son économie. De la même manière, le Sénégal ne pouvait pas se permettre de voir des manœuvres d'enlisement qui portent préjudice à son économie. Donc, la France a plus de moyens que le Sénégal pour intervenir. Mais si le Sénégal avait les moyens de propulser sa propre armée, mais il l'aurait fait, aux côtés de l'armée malienne. Mais, même maintenant que le Sénégal a décidé d'y aller, mais si on ne lui donne pas les moyens de le faire, il ne peut pas. Le budget du Sénégal ne peut pas se permettre de financer une opération militaire de cette envergure hors du pays. Surtout qu'il y a la menace au nord avec la Mauritanie. Donc, il ne faut pas que les Africains se disent que le Sénégal a attendu que la France soit mise là-dedans. Non, la France s'est mise là-dedans en même temps que le Sénégal. Parce que quand les Français ont compris qu'après la dernière résolution de l'ONU, qui dit que oui, il faut libérer le nord du Mali, mais il faut tenir les élections avant. Mais cela veut dire quoi? Il faut tenir les élections sur une partie du pays. Avant. Mais cela veut dire... Et dès que l'ONU a pris cette résolution, les djihadistes ont dit, ah, ces gens-là ne viendront pas nous attaquer pour le moment. Ils ont repris les hostilités, ils ont pris Bona. Voilà pourquoi la France ne pouvait plus attendre. Et le Sénégal, s'il avait les moyens, n'aurait pas attendu. Et même maintenant, le Sénégal a dit qu'il envoie, mais il n'a pas les moyens d'envoyer. Voilà. Merci, je vous remercie beaucoup. Bonjour, M. Sen. Bonjour, Hassan. Bonjour, mon cher ami. Merci. Bonne et heureuse année. Merci à vous aussi. Merci. Ça fait un moment. Je m'excuse pour le retard parce que là, j'étais pris dans les embouteillages, ces monstres. Encore. Là, sur le conflit du Mali, je pense qu'il y a également un autre problème, c'est la réticence un tout petit peu des États-Unis et par-delà du Conseil de sécurité à s'engager véritablement dans ce conflit. Qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait cela? Écoutez, les États-Unis sont cohérents dans la situation du Moyen-Orient. Les États-Unis ont un grand projet de remodelage de la configuration géostratégique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, dans le cadre de ce qu'ils appellent le Grand Orient. Les États-Unis veulent mettre en synergie l'Afrique du Nord
et le Moyen-Orient, parce que selon les États-Unis, ils ont en partage l'arabe et l'islam. Les autres, ils ont l'arabe et leur langue, qui n'est pas... Non, ils ont l'islam et leur langue, qui n'est pas arabe. Mais ces gens-là, c'est une ère géostratégique commune. Donc les États-Unis veulent remodeler le nord et de l'Afrique et le Moyen-Orient dans cette perspective. Et là, les États-Unis vont à l'encontre de l'aspiration des Africains à l'unité africaine. Parce qu'ils cherchent à détacher le nord de l'Afrique du reste du continent. Et les États-Unis sont très cohérents là-dedans. Voilà pourquoi, quand ils ont analysé les obstacles à ce projet, ils ont vu que les obstacles à lever, c'est la Tunisie qui était très proche de la France. Parce que la France, sous Sarkozy, avait émis l'idée pour contrer le projet américain de l'Union des peuples de la Méditerranée, l'UMP, pour rattacher les pays de la Méditerranée à l'Europe. Et l'obstacle de ce projet, c'est Israël. Parce que les Arabes, l'Algérie disait pas question qu'Israël rentre là-dedans. Bon, et ça, c'était la réaction de Sarkozy, jusqu'à ce que Sarkozy se rende compte qu'il n'a pas les moyens de s'opposer au grand projet des États-Unis. Et la preuve qu'il n'avait pas les moyens, c'est qu'il ne s'était même pas rendu compte du minage et de la déstabilisation de la Tunisie, entreprise par les États-Unis de l'intérieur. Parce que la Tunisie était l'allié le plus fidèle de la France dans ce domaine. Bon, quand ils ont suscité ce qu'on appelle le printemps arabe, sans que les États-Unis n'aient planifié ses répercussions sur l'Égypte, ça s'est immédiatement répercuté sur l'Égypte. Les États-Unis pensaient que ça allait se répercuter sur la Libye et sur l'Algérie, mais ça s'est répercuté sur l'Égypte. La France a immédiatement réagi, lui aussi, pour occuper le terrain. Effectivement. Bon, il restait donc la Libye et l'Algérie. Et Sarkozy a joué le jeu de faire sauter le verrou libyen, en espérant que cela permettrait aussi de faire sauter le verrou algérien. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont fait sauter le verrou libyen en permettant aux djihadistes de venir au Normandie pour construire le verrou. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et les États-Unis sont conséquents. Ils ne lèveront pas le petit doigt, à moins de se rendre compte que la France risque de prendre le dessus pour ne pas être exclue de la zone et se créer de gros problèmes pour sa stratégie. Les États-Unis resteront en réserve. Et ce qui explique l'attitude négative de l'OCI, ce qui explique, parce que l'OCI c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Koweït, c'est le Qatar. Bon, et leur attitude qui est une insulte à la partie négro-africaine de la Oumma islamique. Une insulte à notre président de la République. Le président parce que dans des situations comme ça, le secrétaire général de l'OCI devait venir en consultation à Dakar chez le président de l'OCI pour harmoniser leur position. Mais non, ils ont estimé que ces gens-là sont en train de gêner nos projets, donc on casse la baraque. Avec toutes les conséquences que cela va entraîner. L'une des premières conséquences, c'est justement le coup de théâtre auquel on a assisté en Algérie avec l'action de Mortar Ben Mortar qui a dû organiser justement l'attaque de ce site gazier. De ce site gazier. Les gens disent que d'ailleurs c'est antérieur à la situation du Mali. C'était dans le projet. Ok. Donc, le grand projet de déstabilisation de la zone. Ce qui explique certainement la réticence de l'Algérie au début de livrer son espace aérien. C'est clair, l'Algérie ne voulait pas livrer son espace aérien à qui que ce soit pour aller combattre l'armée malienne. Il n'était pas question. Parce qu'ils savaient que derrière ce projet, il y a la partition du Mali qui va au moins donner à l'Azawad une autonomie. Une autonomie de l'Azawad permettra aux grandes puissances
de partir de là-bas pour faire pression sur l'Algérie. L'Algérie, donc, était catégoriquement contre. Mais quand il s'est rendu compte qu'avec le tournant pris par les choses, la France s'est mobilisée derrière l'armée malienne, mais il dit, écoutez, moi j'ai intérêt à ce que ces gens-là qui grenouillent, bon, mais quand ils l'ont fait, heureusement, l'Algérie avait pris cette décision-là, ce qui rend beaucoup plus acceptable sa réaction pour éradiquer l'agression que son territoire a subie avec l'occupation de prise d'otage. Parce que si l'Algérie avait connu à dire moi je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle jusqu'à ce qu'on le tape dessus, alors personne n'aurait justifié l'ampleur, disons, des dégâts que nous avons connus dans cet assaut. Mais M. Sen, est-ce que 2000 à 3000 soldats peuvent venir à bout de ce territoire quand même, qui, il faut le dire, fait 6 fois la France? Écoutez, moi, dès le départ, j'avais dit que pour en finir, si vraiment les gens veulent en finir avec les djihadistes et les indépendantistes au Nord Mali, il fallait que non seulement que l'armée de la CEDEAO renforce l'armée malienne, mais aussi il faudrait que la Mauritanie et l'Algérie s'engagent dans la lutte pour les prendre en étau. Pour les prendre en étau. À ce moment, ils ne pourraient se replier nulle part. La Mauritanie ne veut pas. Mais non, écoute, non, ça je l'ai dit, la Mauritanie maintenant est dans un dilemme. Parce que l'alliance du Moujao et de Agmi, parce qu'il avait joué, la Mauritanie avait joué sur les contradictions entre les deux, qui lui avait permis d'ouvrir une base à Ansardine, une antenne de Ansardine à Nouakchott. Donc, en espérant que Ansardine puisse aussi l'aider à faire face au Moujao qui est dirigé par un Mauritanien, un blanc mauritanien, un Beïdan, et dont les troupes essentiellement sont négro-africaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, constituées de Alpulaar et de quelques Wolof, mais principalement de Alpulaar. C'est la branche, disons, l'aile la plus radicale du Flamme qui est rentrée là-dedans. Donc la Mauritanie a peur de du Moujao. Mais ce Moujao, allié maintenant avec Acmi et Ansardine, la Mauritanie est dans le dilemme. Et surtout avec une opinion publique favorable. Moujao, quand même, a dit tout récemment qu'il ne s'engageait pas aux côtés de Acmi et autres. Et il l'avait dit avant. Il les combattait même. Il l'avait dit avant. Mais c'est fini. Depuis le tournant, c'est fini. Et d'ailleurs, moi j'ai rigolé quand j'ai entendu le MNLA dire que oui, ils sont prêts à aider la France à combattre les islamistes au Nord Mali. Le MLA, qui est malien, Touareg malien, laïque, n'aide pas l'armée malienne, n'aide la France. Mais ça veut dire, vous voyez les liens qui existent entre la France et le MNLA. Mais Hollande, je pense, a mis un arrêt à ces relations. Et voilà pourquoi la France n'a même pas fait cas de cette offre incongrue d'aide de la part de MNLA. Une dernière question sur ce sujet, M. Sen, pour en revenir un peu au cas sénégalo-sénégalais. C'est-à-dire que nous sentons une certaine, disons, unanimité autour de cette intervention, au point des politiques. Mais les religieux, quand même, on ne les sent pas, parce que malgré tout, il faut le dire, c'est l'islam noir qu'il faut défendre. Et de l'islam noir, c'est cet islam-là que ces intégristes djihadistes essaient de combattre. Parce que si on voit ce qui s'est passé à Tombouctou avec la destruction des tombeaux, peut-être qu'il serait arrivé au Sénégal, on irait à Touba, à Tivaouane ou chez les Layènes détruire les mausolées qui sont là-bas. Et on ne sent pas les religieux d'ici prendre fait et cause pour cette intervention. Mais je vous dis, les religieux n'ont pas à le faire. Ah, d'accord. Les religieux ont eu une attitude responsable. Cela veut dire quoi? Ils laissent à l'État le soin d'assumer ses responsabilités de défense de l'intégrité territoriale et de la stabilité du pays. Ça, moi, je craignais qu'avec
le parrainage des religieux organisés Au port. Je craignais qu'il y ait un dérapage de langage des marabouts pour soutenir ou condamner. Non. Il laisse à l'État laïque du Sénégal le soin d'assumer ses responsabilités. Et il veille aussi, je pense à mon sens, au grain. Parce que le Sénégal a connu les djihad, il ne faut pas qu'on l'oublie. Cheikh Omar Foutiyou a fait le djihad, il a intenté d'imposer par la force l'islam à mes parents tchèdo. Ok? Et Elhadj Omar, pas Elhadj Omar. Cheikh Omar Foutiyou. Non. Baba Diakhou à Nioro a tenté la même chose. Chez les Sérères. Et il a été arrêté à la bataille de Somme par... Boursine Koumissofi. Voilà. Et je vois que vous connaissez l'histoire, c'est très bien. Ça me réconforte. Et mieux, quand Lat Dior, qui était avec Baba Diakhou, a voulu convaincre Cheikh Amadou Bamba de faire la djihad à ses côtés, Cheikh Amadou Bamba a refusé. Il a dit que l'islam, je le propage dans la paix et l'éducation. C'est clair, pas par les armes. Et c'est la même attitude chez les Tidjanes du Sénégal. Parce que n'oublions pas que les Tidjanes étant très présentes dans les grandes villes. Très présents dans les grandes villes, non seulement ça, mais très liés au Maroc, très liés à tous ces milieux arabes. Les Tidjanes ont toujours refusé l'extrémisme. Ils ont toujours pensé que l'islam, il faut le propager dans la paix et la convivialité des citoyens. Voilà pourquoi au Sénégal, on n'a pas eu de problème entre chrétiens et musulmans. Et quand on me dit maintenant, il faut développer le dialogue islamo-chrétien, mais il existe déjà. Mais c'est que les gens dialoguent quand il y a problème. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi inventer des choses? Les gens vivent ensemble, ils n'ont pas de problème. Il ne faut pas qu'on vienne ici nous dire que oui, il faut que le dialogue sur tel thème, et ça va créer des difficultés. On n'a pas ces problèmes-là. D'accord. Et maintenant, pour le grand oral, comme je le rappelle, reçoit aujourd'hui M. Ibrahima Sène, chargé des questions économiques et politiques du PIT. Pour l'animer, nous avons Hassan Samb du journal Direct Info et Bachir Fofana. Nous allons parler, M. Sène, des questions éminemment et purement politiques. Qui fâche. À commencer aujourd'hui par ce qu'on appelle prosaïquement le M23, qu'on voudrait transformer en association du M23. M. Sène, où va ce mouvement? Vous savez, moi, ce qui est étonnant, parce que vous êtes des journalistes, vous avez été témoin de l'évolution du M23. Vous savez très bien, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, si vous l'avez oublié, qu'à l'issue des élections de mars, le M23 avait tenu un séminaire de bilan pour statuer sur son orientation. Et ce séminaire avait abouti à la conclusion unanime qu'il fallait quitter le statut d'un mouvement informel pour prendre le statut d'un mouvement formalisé sous forme d'association d'utilité publique. Pourquoi cette mutation? Parce que quand le mouvement est informel, il n'est pas légalement reconnu. Et pour mener ces activités, même ce WAD, on était obligé de nous abriter derrière un parti politique ou une ONG. Ou une ONG pour demander l'autorisation de pouvoir manifester. Et ça a limité encore l'indépendance du mouvement du M23. Parce que quand on demande à Hassan, il a truc, on vient demander à Bachir, jusqu'à trouver un autre, ça nous retarde. Mais là, avec un statut qui lui donne le droit légal, non seulement d'interpeller les autorités, mais de mobiliser les populations, mais je me demande pourquoi les gens ont des états d'âme. Pourquoi? Or, c'était retenu depuis juillet 2012. Et on a mis sur pied une commission qui devait rédiger les statuts pour préparer l'Assemblée générale pour son adoption. Mais ce qui a eu lieu, on a attendu jusqu'à la fin, jusqu'à la veille de
de l'Assemblée générale, pendant des jeunes se mettent à interpeller. Et puis quels sont ces jeunes-là? Soyez sérieux. Le M23 n'est pas constitué d'organisations vieux, jeunes. Non. Le M23 est constitué autour de partis politiques et d'organisations de la société civile. Les partis politiques ont des organisations de jeunes, de femmes, comme certaines ONG. Et c'est certain, c'est parmi ces jeunes-là qu'il y a un groupe qui a voulu se démarquer. Mais je dis, moi, je n'ai rien à reprocher à ces jeunes. C'est leur organisation politique ou l'organisation défense des droits humains à laquelle ces jeunes-là appartiennent qui sont complices. S'ils veulent quitter les M23, ils n'ont qu'à quitter. Ce n'est pas la peine de manœuvrer des jeunes à la marge pour pouvoir semer le doute dans l'esprit des gens. Et puis, quels sont les coordinateurs? Le jeune, c'est là, tout le monde sait qu'il est de Djef Djel. Il ne faut pas quand même tout le monde sait que le Djef Djel de Talla Sylla s'est démarqué du M23 de longue date. Donc, il ne faut pas qu'on prenne les gens quand même pour ce qu'ils ne sont pas. Aminata? Justement, M. Sen, que vous inspire la dernière sortie des Y'en-a-marristes qui fêtent leurs 2 ans? Mais très bien, parce que, encore une fois, vous devez vous rendre compte que le F23, que les Y'en a marre, depuis la fin des élections, Y'en a marre, même entre les 2 tours, Y'en a marre avait pris ses responsabilités, mais s'était démarqué du F23. Cette démarcation continue d'exister. Et Y'en a marre est une organisation de jeunes très responsable et qui contribue à conscientiser les jeunes et à interpeller les pouvoirs publics. Bon, est-ce que Y'en a marre va se formaliser? C'est une chose. C'est la question que tout le monde se pose. S'il ne se formalise pas, il arrivera un moment où les gens lui diront: vous n'avez pas le droit de manifester. Vous n'avez pas le droit de... Parce que quand même, si on dit nous voulons un état de droit, il faut que les choses se fassent selon les règles de l'art. Les gens ont le droit de manifester, mais selon les règles de l'art. S'il leur était interdit de se formaliser, on aurait compris. Mais vouloir être délibérément dans l'informel et ne répondre de rien, si ce n'est avoir sa plume ou sa langue, alors non, je dis, nous devons normaliser la vie politique. Vous les invitez à se normaliser, à être un cadre formel. Sinon, je vous assure, il arrivera un moment où les gens leur diront: arrête. Vous pouvez faire votre musique, mais vous ne pouvez plus rassembler des gens pour des manifestations. Voilà. Parce que s'il y avait, comme du temps de Wade, des limitations dans l'exercice des droits civiques, mais on aurait compris. Mais là, je vous dis, Hassan, si demain vous voulez organiser une association pour te battre, les libertés démocratiques sont ouvertes maintenant. Et nous nous sommes battus pour ça. On fait comme Abdou Diouf Est-ce qu'il n'y a pas justement un souci par rapport évidemment à la lenteur de la réponse par rapport à la demande sociale? Est-ce qu'il n'y a pas au niveau du régime un souci de radicalisation de ces mouvements? Non, écoutez, encore une fois, moi, ce qui est malheureux dans ce pays, c'est que quand les problèmes sérieux se posent et que les gens les abordent sérieusement, on évite ces problèmes pour s'accrocher à l'événementiel. Quels sont les problèmes sérieux aujourd'hui? Laissez-moi un peu terminer. Je dis, parce que vous vous souvenez du débat qu'on a eu dans le cadre de Benno Siggil Sénégal sur la transition. Une transition, oui. Mais que ce soit l'APR ou d'autres organisations politiques, ils étaient contre même l'idée de transition. Ils disaient que c'est des élucubrations intellectuelles. Or, on leur avait dit que si réellement on va changer, si on bat Wade, son système ne peut pas être conservé. Il faudra le changer. Il n'est pas possible de le changer par un décret. C'est toute une période de transformation de tout ce qui n'allait pas
pour faire naître des choses nouvelles qui ouvrent l'avenir. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. On est en train de faire la transition sans dire transition. Et même, non, maintenant, la paire dit que nous sommes en période de transition. J'ai dit bravo. Mais les gens se rendent compte. Parce que l'ancien n'est pas encore mort. Le nouveau qui naît n'est pas encore debout. Assez solide. Voilà le vrai problème. Et cette transition, nous, on avait pensé à Benno Siggil Sénégal que ça allait durer 3 ans. Donc nous on était dans la perspective de faire comprendre aux Sénégalais que tous les changements auxquels aspirent, l'essentiel ne pourra pas se faire en 1 an. Il faudra au minimum 3 ans. Maintenant, Macky, avec son mandat de 5 ans, nous pensons que la transition durera au maximum 5 ans. Donc, puisqu'il y avait un débat entre mandat de transition de 5 ans ou au sein de Benno Siggil Sénégalais, mandat de transition de 5 ans ou période de transition de 3 ans, ce qui a prévalu maintenant, c'est un mandat de transition de 5 ans. Mais est-ce que ça ne va pas poser un problème justement par rapport à la demande sociale? Est-ce que les gens seront assez patients? Je vous dis encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas mis l'accent sur ça pour préparer les Sénégalais. C'est ça le tort. Ce tort-là, on est en train de le payer. De vous les politiques? Ah non, non, en tout cas, moi je me suis battu avec mon parti comme nous pouvons pour faire comprendre aux gens que les changements, si on les veut profonds, ça ne peut pas se passer en coup de baguette. Mieux, ce que il y a dans les changements quand même des parties qu'il faudra bien voir. Il y a ce qu'on appelle les changements dans le mode de gestion de l'État. Il y a des changements institutionnels et les changements sur le plan économique et social. Bon, sur le mode de gestion de l'État, les changements sont en train d'apparaître. Mais il y a quand même des réjouissances. Mais évidemment. Notamment cette histoire de fonds politiques que Macky donnerait aux membres de Benno Bokk Yakaar. Écoutez, moi, j'ai lu que Gueye l'a dit. Je ne peux pas le contredire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas reçu et mon parti n'a pas reçu. Voilà pourquoi je dis donnerait. Non, non, je dis bon. Moi, je n'ai pas reçu, mon parti n'a pas reçu. Et donc, maintenant. Mais si tel était le cas, quelle serait la position de votre parti? Écoutez, les fonds politiques, pour savoir comment il est géré par Macky, vraiment, il faut être dans les seins des saints. Ou bien en bénéficier pour en parler. Ok? Ben, bon, maintenant, ce qui est formidable dans ces fonds politiques, c'est que les conclusions des assises ont bien dit qu'il faudrait réglementer la gestion de ces fonds politiques pour qu'ils puissent être contrôlés. Mais si on les réglemente, M. Sène, est-ce que ça n'entre pas dans le cadre d'un budget classique, justement? Non, donc on ne se trompe pas. Parce que même les budgets des sociétés ne rentrent pas dans le budget classique. Les budgets des agences ne rentrent pas dans le budget classique. Donc, il faut bien voir qu'il y a budget et budget. Maintenant, le véritable problème, Macky même avait dit que sa gestion, il va soumettre sa gestion à la Cour des comptes. Écoute, il a réformé la Cour des comptes. Si vous voyez, c'est bien parmi les prérogatives de la Cour des comptes. Mais donc, sur la manière de gérer, il y a des changements qui sont de plus en plus visibles. Maintenant, sur les réformes institutionnelles, la commission de réforme, on attend qu'elle tire ses conclusions et qu'on aille aux réformes. Parce que Macky avait prévu un référendum en 2013. Donc, nous sommes en 2013, et nous avons les élections locales en 2014, en mars de 2014. Donc, on peut toujours dire que c'est 2013, parce que c'est 2 mois après la fin de 2013. Donc, tous les changements institutionnels qui permettent de rétablir la République sur les normes démocratiques et citoyennes, tout ça devra être entrepris durant cette période. Maintenant, vous me direz sur les problèmes économiques et sociaux. Justement. Le problème économique et social, c'est quoi? C'est le chômage, c'est la vie chère. L'emploi des jeunes. Oui, bon, l'emploi. Écoutez, moi, quand je emploi des jeunes, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que je vous dis, parce les que jeunes. Vous êtes à la retraite. Non. Il y a les jeunes et les adultes. Parce que quand on dit un jeune jusqu'à 25 ans, il est jeune. Mais jusqu'à 25 ans, la demande véritablement de la jeunesse, ça doit être quoi? C'est l'éducation et la formation. C'est pas l'emploi. Quand je vois, oui, nous voulons l'emploi, mais c'est Abdoulaye Wade qui a perverti cela. Parce qu'il a financé des projets à des jeunes qui ne pouvaient rien faire, qui ne comprennent rien du tout.
Et ça a mis l'envie dans la conscience des gens. Or, la véritable demande sociale de cette tranche de jeunesse jusqu'à 25 ans, c'est une demande d'éducation et de formation. En tout cas, nous, au PIT, c'est l'accent que nous mettons avec nos jeunes. C'est les jeunes qui demandent l'emploi chez nous, nous dirons que avec quelle spécialité? Non, donc soyons sérieux. Maintenant, les adultes, à partir de 25 ans, il y a une véritable demande d'emploi qui se trouve là. Et surtout, quand on sait qu'il y a 400 000 chômeurs diplômés d'enseignement supérieur. Non. 400 000 chômeurs diplômés d'enseignement supérieur, dont 4 000 maîtrisards et doctorants. Donc, il y a véritablement un problème ici réel d'emploi des adultes et surtout des adultes qualifiés. Et donc, les 5 000 annoncés là, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Non, écoutez. Aucun État ne peut, à partir de son budget, régler les problèmes d'emploi. Mais une chose est certaine, les 5 000 peuvent régler les problèmes de déficit de personnel dans la santé et dans l'éducation nationale. Ça, c'est clair, il peut. Mais il ne peut pas régler le problème d'emploi des autres catégories. Si le gouvernement opte pour concentrer ce pactole d'emploi au recrutement d'infirmiers, de médecins et de sages-femmes pour pallier au déficit de personnel dans la santé, et s'il y ajoute, s'il reste du personnel qu'il recrute pour l'éducation nationale, où les salles de classe dans le primaire comme dans le secondaire sont surchargées, en moyenne vous trouvez 4 élèves par table banc dans le secondaire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire prospérer une éducation dessus. Ça, c'est dû à quoi? C'est un manque d'infrastructures et un manque d'enseignants. Donc, il faut qu'on se dise une chose. C'est que ces 5 000 là, il ne faut pas qu'on boude cela. C'est une bouffée d'oxygène. Il ne faut pas faire la fine bouche. Non. Et ces financements, les gens sont en train de mettre en place des mécanismes de financement. Ces mécanismes de financement, quand ils seront opérationnels, ce ne sera pas demain ou après-demain. Donc, il y a des perspectives de solutions. Mais qui ne veut pas dire que ces mécanismes-là vont régler les problèmes d'emploi. Parce que dans aucun pays du monde, on a réglé le problème. Les États-Unis sont plus puissants et plus riches que nous. Ils ont ce problème. La France en a plus finir. Donc, il faudra qu'on tienne un langage de vérité aux gens. Justement, on va parler politique, mais sous un autre angle. Selon Abdoulaye Makhtar Diop, la nomination de Matassi Diallo, Ibrahima Sall, Aliko Ndiaye Aboulo viole la loi 7845 du 15 juillet 1978 qui interdit à tout ministre limogé d'occuper un poste public dans les 6 mois qui suivent son limogeage. D'après vous, que peut-on retenir là-dessus? Quelle lecture en faites-vous? Mais il a raison, ça fait partie des dérapages de la gestion de l'État. C'est une erreur et une violation de la loi, c'est clair. Les conseils juridiques de l'État ont dû perdre de vue cela. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont rectifier? C'est une chose. Moi, à mon niveau, il faut se conformer à la loi. Il faut se conformer à la loi. Bon, c'est la transition dont je vous parle. Mais aussi dans cette transition, M. Sen, il y a cette histoire parmi les engagements ou les recommandations des assises, que ceux qui sont dans des charges publiques fassent des déclarations de patrimoine sur leur patrimoine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une loi sur la transparence qui vient d'être votée. Elle n'est pas encore promulguée. Mais par l'exemple, certains se demandent, est-ce que le président de l'Assemblée nationale ne devrait-il pas, lui, faire une déclaration de patrimoine? Écoutez, en tout cas, la loi ne l'oblige pas et les conclusions des assises nationales ne sont pas encore en vigueur. Maintenant, du point de vue moral et personnel, mais c'est à lui de voir. Abdoul Mbaye, la loi ne lui impose pas de faire une déclaration de patrimoine. Et il n'en a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Oui. Mais le ministre de la Justice en a fait, le ministre des Mines en a fait. Mais non, la loi ne leur impose pas cela. Ça, c'est une question de décision personnelle. Maintenant, que les gens
tente de culpabiliser psychologiquement le président de l'Assemblée nationale en disant il faut faire la déclaration de patrimoine, je trouve cela vraiment outrancier. Ah bon? Ah oui, parce que, encore une fois, il faut appliquer la loi et rien que la loi. D'accord. Maintenant, je voudrais aborder un sujet, c'est-à-dire en fait abonder dans le même sujet d'ailleurs, par rapport au fait que Y'en a marre reprenne un peu du service, depuis hier en tout cas, et qu'au même 23, il y a un peu de problème. Est-ce que ce n'est pas dû justement à une absence d'opposition maintenant? Nous avons le sentiment que quelque part, Macky est en train de regrouper tout le monde autour de son cabinet et autour du gouvernement, et qu'aujourd'hui, la démocratie sénégalaise est en train de souffrir d'un déficit d'opposition. Mais vous voyez véritablement, en tout cas nous, au PIT, nous pensons que la démocratie doit être une démocratie consensuelle et non une démocratie d'opposition. Non, c'est ce que nous croyons fondamentalement. Maintenant... Mais vous n'êtes jamais allé au consensus avec Wade. Mais c'est lui qui n'a pas voulu le consensus. C'est lui qui a voulu détruire ses positions. Si tu n'es pas d'accord, ou il te met dehors, ou il t'envoie la digue. C'est clair. Donc, lui n'a jamais voulu de consensus. Mais nous croyons fondamentalement que la démocratie qui assure la stabilité dans un pays, ça doit être une démocratie qui repose sur le consensus le plus large qu'il faut rechercher. Mais pas entre pouvoir et opposition. C'est ce que vous connaissez, comme au Sénégal ou dans d'autres pays, comme étant l'exercice de la démocratie. Mais une chose est certaine. On n'invente pas une opposition comme ça. Pour une opposition, il faut s'opposer. Il faut qu'il y ait quelque chose sur lesquels tu n'es pas d'accord et sur lesquels tu sais qu'il n'y a pas de perspective de solution dans la direction qui a été empruntée. C'est en ce moment que tu te mets en position. Écoutez, nous, quand on était en 2000 avec Wade, quand est-ce qu'on s'est mis à la critiquer? Sur le projet de constitution. Voilà, et quand on s'est rendu compte qu'avec le projet de constitution, il ne veut rien entendre, mais on a alerté l'opinion publique, il nous a virés. On lui a dit, écoutez, vous verrez, parce que les Sénégalais n'accepteront pas le despotisme dans ce pays. Et ce qui a lieu. Ok. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà, comme on dit, nous allons demander une prochaine fois un rallongement du temps, parce que c'était vraiment très court. Très court. Donc, Grand oral, c'est fini pour aujourd'hui. Vous l'avez dit, Bachir Fofana. Nous recevions Ibrahim Hassen du PIT, avec lui Hassan Samb, directeur de publication de Direct Info. Merci à vous. Merci. Également à vous, Bachir Fofana. Au micro, c'était Aminata Ndiaye, à la technique Mamadou Diallo. Merci de votre confiance et de votre attention. Votre programme se poursuit sur Rewmi FM. Restez avec nous. Merci Aminata. Merci.